aux questions qui ont été soulevées par les députés. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Excellence, honorable député. Effectivement, beaucoup de questions ont été posées, mais force est de reconnaître que beaucoup de questions relèvent plutôt de questions d'actualité que de questions relatives au discours de politique générale. Pour les questions d'actualité, par exemple, vous aurez toute la latitude, puisque la session est permanente, d'interpeller tel ou tel ministre qui viendra pour vous donner plus d'éclaircissement concernant son domaine. Par exemple, il y a une question qui ressort et qui demande, n'est-ce pas, à quand l'usine de production d'engrais au Burkina Faso? Voilà. À quand l'usine de production d'engrais? Nous produisons déjà de l'engrais. La bouse de vache, c'est de l'engrais. Quand je dis qu'il faut revenir à nos fondamentaux, c'est ça. Nos grands-parents utilisaient ça comme engrais. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, il y a des théories qui s'affrontent. Il y a des théories selon lesquelles l'engrais moderne est plus nocif que utile. Les Japonais ont démontré qu'on peut faire des cultures de façon moderne, avoir des rentabilités mieux même sans engrais qu'avec les engrais. Tout dépend de comment on procède. Alors que les engrais modernes ont même des effets secondaires parfois. Ils rendent parfois stérile le sol. Donc il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Alors que notre bouse de vache n'a pas d'effet secondaire comme on dirait en médecine. Bien au contraire, tout est bénéfice dans la bouse de vache. Donc il conviendra d'exploiter nos potentialités dans ce domaine. Voilà. Et sans oublier que il est prévu aussi une unité de production d'engrais d'une capacité moyenne de 720 tonnes par jour. Et cette unité est en cours d'achèvement à Koupéla. Voilà, ce afin d'accroître la disponibilité en engrais pour les producteurs. Donc, je pense que c'est l'honorable qui a posé cette question a ici sa réponse. Et comme j'ai eu à vous le dire, il faut faire attention avec les engrais modernes. Parce que ce n'est pas tout ce qui est moderne qui est nécessairement bon. Il y a parfois des effets à long terme qu'on ne prévoit pas. Ensuite, il y a un problème. Et ensuite, concernant la formation, il y a une question a été posée concernant la formation professionnelle. Je pense que, si vous avez écouté, n'est-ce pas, mon discours, j'ai mis l'accent là-dessus. D'abord, j'ai dit qu'à l'école primaire, on introduisait, n'est-ce pas, à partir du CM1, des modules en agriculture, en élevage, en tissage et en cuisine. Et au secondaire, à partir de la classe de 4e, toute la variété, n'est-ce pas, des métiers seront introduits. Donc, ça déjà, même dans l'enseignement général, ce serait, n'est-ce pas, une formation professionnelle. Sans oublier que nous envisageons aussi de mettre en place des lycées et des collèges professionnels spécifiquement dédiés aux métiers. Donc, cela est pris en compte. Et quand vous dites, n'est-ce pas, pour répondre à d'autres questions, qu'il y a des jeunes diplômés qui sortent et qui se retrouvent sans emploi, c'est parce que la formation n'est pas adaptée. Ou alors c'est parce qu'ils sont paresseux. Si vous recevez une formation pendant votre cursus, en agriculture, en tissage, en couture, en maçonnerie, en menuiserie, en peinture, en musique, selon vos options, et que vous sortez, vous dites que vous n'avez pas d'emploi, alors maintenant, je ne sais pas ce qu'il faudra faire pour que vous ayez un emploi. Parce qu'il faudra aussi de la volonté. Oui. Et sans vous mentir que dans notre pays, ici, on ne peut pas parler de sans-emploi. Voilà. Parce que tout est encore à faire ici.
Et j'ai habité dans un quartier de Ouagadougou où, à côté, quelqu'un était venu faire, n'est-ce pas, un porc au four. Oui. Il vendait le porc au four. Après, j'ai appris il avait une licence en informatique. Donc, c'est pour vous dire. Donc, après sa formation, en attendant d'avoir un emploi de son choix, il s'occupait en faisant, n'est-ce pas, en vendant du porc au four. Et ça marchait bien. Et quand il a eu l'emploi de son choix et qu'il est parti, c'était un désastre dans le quartier parce qu'il n'y avait plus de porc au four. Donc c'est pour vous dire que quand on veut, on peut. Voilà. C'est une question de mentalité aussi qui ne favorise pas l'employabilité ici dans nos pays. Parce que notre système nous formate de telle sorte qu'on croit que c'est travailler dans un bureau seulement qui est emploi. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé aussi de transformation des mentalités. Donc, nous allons revoir le cursus scolaire, introduire la formation aux métiers, tant à l'école primaire et surtout au secondaire, à partir de la classe de 4e. Celui qui est en 4e et qui, à partir de la classe de 3e, se sent plus apte aux travaux de métier, mais s'orientera vers les lycées professionnels à partir de la seconde. Ou bien, si à partir de la 3e, il ne peut plus continuer, il aura déjà eu des formations au métier et il pourra s'insérer facilement dans la vie sociale à son aise. Donc, ça va réguler et résoudre en partie le problème de l'emploi. Sauf bien sûr ceux qui ne voudront pas travailler, parce qu'il y en a toujours. Voilà. Alors, une question a été posée. Oui. Comment rétablir les services de téléphonie à Djibo et à Seba? Je connais ces deux villes. Et je me rappelle bien que j'ai aimé mon séjour à Seba parce qu'il y avait un de mes voisins qui faisait de la bonne viande mouton au four, là. Oui. Donc, quand je voyais quelqu'un venir de Seba, je demandais, mais après le gars, là, je dis, est-ce qu'il est toujours là-bas? Donc, le gouvernement est conscient de l'impact négatif de la santé des services de téléphonie électronique. Hein? Ça, tout le monde, personne ne peut en être inconscient. Et des actions sont déjà entreprises pour le rétablissement de ces chaînes de téléphonie-là. Mais comme vous savez très bien, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, c'est pour ça que justement, bon, tout n'est pas encore rétabli. Sinon, on en est conscient et on travaille sur ça. Alors, une question a été posée concernant le chevauchement dans les universités. Voilà, chevauchement des années. Alors, nous sommes là-dessus et c'est pas facile à résoudre. Parce que, mais la méthode que nous adoptons actuellement, c'est de faire quoi? Ça consiste à accueillir les nouveaux bacheliers de façon régulière. Voilà, comme si c'était une année normale. Mais les anciens étudiants, alors, les chevauchements vont se poursuivre jusqu'à ce qu'ils aient fini leurs études. Mais pour ceux qui viennent, le cycle le redeviendra normal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais, donc, de cette façon, bon, on pourra accueillir les nouveaux étudiants de façon normale et régulière, mais ceux qui ont déjà subi les chevauchements, eux, ils vont continuer dans le même cycle jusqu'à finir leur carrière et puis vider les lieux. Et là, tout redeviendra normal. Voilà, c'est cette méthode que nous avons adoptée finalement pour résoudre le problème. Alors, voilà, quelles sont les mesures prises pour empêcher l'enrôlement de la jeunesse estudiantine par les groupes terroristes? Notre plan d'action, s'il entre en vigueur, du coup, les jeunes n'auront plus tellement d'intérêt à se faire enrôler par les groupes terroristes. Pourquoi? Deux raisons. La première raison, c'est quoi? Les gens s'enrôlent dans les groupes terroristes parfois pour une question financière. Vous avez vu que
la rémunération des VDP est passée de 20 000 francs à 60 000 francs. De ce fait, déjà, celui qui veut s'enrôler, il fait des calculs. Moi, si on vient me donner 3 000 francs pour que je parte dans le groupe terroriste, alors que si je m'engage comme VDP, j'aurai 60 000 francs par mois, où est-ce que je gagne plus? C'est en tant que VDP. Donc, je m'engage comme VDP, j'ai mes 60 000 francs par mois, je reste en relation avec ma famille, plutôt que de partir m'engager à l'aventure, pour une somme qu'on m'a donnée qui peut être substantielle au départ, mais dont le renouvellement n'est pas assuré. Donc, en relevant déjà la rémunération des VDP, c'est un moyen pour assécher le regroupement des terroristes. Et selon les moyens, à l'avenir, cette rémunération pourrait connaître un accroissement. Donc tout dépendra des ressources de l'État et de ce que vous allez nous permettre comme aide. Puisque nous allons faire appel, n'est-ce pas, à vous tous pour nous aider dans ce combat. Le deuxième élément, c'est que c'est parfois le désœuvrement et le mal de l'âme qui conduit les gens à se faire recruter parmi les terroristes. Si vous avez un travail, si vous avez suivi une formation qui n'est pas en déphasage avec votre société, vous réussirez facilement à vous insérer et du coup, le goût de l'aventure satanique ne vous prendra plus. Et autre élément, nous avons dit, n'est-ce pas, que nous allons mettre en place dans chaque localité des comités locaux de veille et de développement qui seront un moyen d'encadrement de la jeunesse. Dans ces comités, ils se retrouveront, ils auront, comment je veux dire, ils auront le sens de l'utilité sociale, ils se sentiront utiles, et du coup, ça sera un moyen, n'est-ce pas, d'assèchement de l'approvisionnement des terroristes par nos jeunes enfants. Parce que n'oubliez pas que parfois les gens s'enrôlent parce qu'ils ont le mal de l'âme, ce que j'appelle le mal de l'âme. Voilà. Ils ont un problème peut-être culturel, peut-être spirituel, qui n'est pas résolu. Alors ils trouvent leur salut avec ces groupes-là. Mais on dit qu'un enfant heureux n'a pas d'histoire. Ce sont les gens qui ne sont pas tout à fait heureux qui ont des histoires. Donc les enfants bien encadrés dans leur milieu social, etc., ne trouveront pas trop d'intérêt à s'engager dans les groupes terroristes. Et notre objectif, c'est ça. C'est faire en sorte que les enfants se sentent bien dans leur milieu. Vous remarquerez même qu'on a parlé de consommation de drogue, etc. Les enfants qui sont aimés par leurs parents et qui aiment leurs parents, généralement, ils ne se droguent pas. Ce sont les enfants qui ont un problème en famille, qui trouvent une échappatoire dans la consommation de stupéfiants. Donc, en essayant, n'est-ce pas, de faire en sorte que les familles soient stables, que les enfants aient un objectif, un but dans la vie à poursuivre, il n'y aura plus tellement d'intérêt à se livrer, n'est-ce pas, à la consommation de stupéfiants et à la délinquance. Parce que tout cela, c'est le mal de l'âme, c'est manque d'encadrement. Et comme nous allons mettre en place, n'est-ce pas, ces comités locaux de veille et de développement, ça sera des lieux, n'est-ce pas, d'encadrement de la jeunesse, de conscientisation, de moralisation. Parce que la police seule ne peut pas tout faire. Il faut que nous tous nous entraidions à travers des cadres déterminés. Il faut reconnaître que notre société n'est pas encadrée à l'heure actuelle. Il n'y a pas de leadership. Chacun va de son côté. Et c'est ce qui amène tout ce désordre. Il nous faut un leadership et des cadres d'encadrement pour non seulement la jeunesse, mais même pour les adultes et pour toute la nation. Et du coup, les consommations de stupéfiants, etc., vont baisser, sinon disparaître. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu à vous le dire, bon, j'ai un peu parcouru le monde, j'ai remarqué qu'un peu partout où il y a des consommations de stupéfiants, etc., c'est par manque d'encadrement. C'est le mal de l'âme qui conduit à tout ça. Les gens heureux ne se livrent pas à des choses comme ça. Et nous voulons que tous les Burkinabés soient heureux. Oui, bon, ça c'est la même question. Quelle est la stratégie en vigueur pour assécher les sources
pour assécher les ressources du terrorisme. Ah oui, voilà, oui. Alors donc, il faut dire qu'il y a un processus d'élaboration de la politique de sécurité nationale et de stratégie nationale de lutte contre le terrorisme qui prend en compte ce volet-là. Donc, bon, bien sûr, nous venons d'arriver, il n'y a pas un mois que je suis Premier ministre, alors donc on n'a pas encore déballé toute notre stratégie, toute notre artillerie. Donc c'est ce qui fait que vous ne semblez pas ne pas voir d'effet. Sinon, il y a tout un plan qui est programmé et dont le déroulement progressif vous permettra de voir, n'est-ce pas, ce que nous allons poser comme jalon, avec votre accompagnement, avec l'accompagnement de tout le monde. Comme j'ai eu à vous le dire, nous tout seuls, on ne peut rien faire. Nous avons besoin de l'accompagnement de tout le monde, de la mobilisation populaire. Et c'est ainsi qu'ensemble, nous irons de l'avant et nous construirons notre société dans la fraternité. Alors, on a posé une question, n'est-ce pas, concernant le chronogramme de la transition. Bon, ça, je pense que ça doit être les hommes politiques qui sont pressés de revenir aux affaires. Moi, je les rassure, parce que nous-mêmes, on cherche à débarrasser le plancher le plus tôt possible, pour leur laisser la place. Mais je crois que ce problème est déjà réglé parce qu'il y a eu des négociations avec la CEDEAO. Un calendrier a été établi. Et à l'heure actuelle même, je crois que la CENI travaille sur le chronogramme, le fichier, voilà, le chronogramme, n'est-ce pas, des élections. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ce problème est en train d'être résolu. Mais bon, vous savez, tout dépendra de notre victoire sur le terrorisme. C'est surtout ça. Comment voulez-vous qu'on organise des élections si le territoire est occupé à 80%? C'est pour ça que nous voulons mettre l'accent d'abord dans la lutte contre le terrorisme. Pour que quand les élections auront lieu, tous les Burkinabés puissent participer. Et que ce soit des élections inclusives. Donc c'est pour cela que le chef de l'État met l'accent avant tout dans la lutte contre le terrorisme pour la sécurisation du territoire et des populations. Après ça, on pourra organiser des élections inclusives, incontestées, et ceux qui sont pressés de revenir aux affaires reprendront leurs choses. Et il y a quelqu'un qui a posé une question, à savoir, n'est-ce pas, le rôle des partis politiques, je crois que c'est ça, non? Voilà. Que pourquoi on n'autorise pas les partis politiques, etc. Je crois que c'est comme ça, non? Ah oui, la suspension des partis politiques. Voilà, bon, ça doit être quelqu'un qui est pressé de revenir aux affaires. Alors qu'il se rassure. Il faut dire qu'actuellement, là, nous avons d'autres préoccupations. C'est la lutte contre le terrorisme. C'est ça. Et nous avons lancé le recrutement de 50 000 VDP. Et vous savez que dans les VDP, l'action politique, ce n'est pas permis. Tout ça pour permettre l'efficacité. Parce que si des gens vont faire la politique dans les VDP, alors vous voyez le résultat. Alors donc, nous sommes dans une période de transition. Alors je vais demander aux hommes politiques de nous laisser travailler un peu pour remettre ce pays-là dans les rails. Et quand le moment viendra, vous reviendrez. Donc cette suspension, je pense que ça sera les circonstances qui vont le dicter, mais je ne vois même pas l'utilité à l'heure actuelle. Parce que nous avons un problème sérieux, c'est la lutte contre le terrorisme. Donc si vous-même vous réfléchissez, vous verrez que ce n'est pas le moment. Il nous faut ensemble nous donner les mains pour voir l'essentiel. Et après, chacun pourra reprendre son jeu favori, comme il le voudra.
Et comme le chef de l'État l'a dit, il espère finir avec le terrorisme le plus tôt possible. Et nous espérons qu'avec les mesures prises, par la grâce de Dieu, nous en viendrons à bout très prochainement. Voilà. Et il y a un honorable qui a demandé, n'est-ce pas, en quoi consiste la diversification des partenaires. Mais vous savez, le monde compte environ 200 pays. Hein. Il y a combien d'ambassades ici au Burkina Faso? Ce n'est pas beaucoup. Hein. Ce qui veut dire que nous avons encore des partenaires potentiels qui existent. Oui. Nous n'avons pas encore fini d'explorer la potentialité de nos relations de partenariat. Donc nous continuons d'en explorer. La plupart de nos relations, c'est avec les pays européens. Et même en Amérique, c'est très peu. Hein. Hormis le Canada, les États-Unis, le Brésil, le Cuba, on n'a pas de rapport suivi comme ça avec les autres pays. Donc, le champ d'exploration est encore très vaste. Et c'est peut-être parce que nous ne sommes pas en rapport avec beaucoup de pays que certains pays essaient de nous dominer. Si nous élargissons, si nous nous donnons d'autres horizons, du coup, les étaux qui nous encerclent se desserreront, parce qu'il y aura d'autres possibilités qui nous seront offertes. Il y a de grands pays comme l'Australie avec qui nous n'avons pas tellement de relations suivies actuellement. Oui. Et tout ça, c'est des parties à explorer. Il y a le Pakistan, il y a l'Iran, il y a l'Argentine, il y a de grands pays. Donc, notre stratégie actuellement, c'est d'essayer de chercher, de voir, n'est-ce pas, d'explorer toutes les voies qui vont nous permettre d'avoir des relations de partenariat stables sans qu'aucun ne puisse nous dominer, parce que nous aurons plusieurs portes de sortie. C'est tout. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question, à savoir, n'est-ce pas, que nous avons parlé de chemin de fer Ouagadougou, Sikasso, Bamako, alors qu'on n'a pas parlé de Ouagadougou, Kaya, Tambaou. Je crois que c'est ça, non? Ce projet est déjà pris en compte. Il y a le chemin de fer, n'est-ce pas, Ouagadougou, Tambaou, Niamey, Cotonou, Lomé. Donc ça, c'est déjà pris en compte par un projet qui est en cours d'étude. Donc, mais il y a des difficultés sur ce projet actuellement. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de ça ici. Voilà. Mais le projet Bobo Dioulasso Sikasso Bamako, ça c'est un projet que nous tenons à initier actuellement. Oui. Et si le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou est actuellement brinque-ballant, c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Il faut susciter la concurrence. Et là, chaque partenaire va se rendre compte qu'il faut qu'il donne le meilleur de lui-même. Quand le Burkina Faso, la Haute-Volta de l'époque, n'avait que comme port dessus le port d'Abidjan, le port d'Abidjan nous fixait ses tarifs comme il le voulait. Maintenant que nous avons diversifié, que nous avons en plus Tema, Takoradi, Cotonou, Lomé, c'est nous qui choisissons maintenant où nous voulons aller. Donc il nous faut multiplier nos portes de sortie. Et donc c'est pour ça que j'ai parlé de redynamiser l'axe Accra-Ouagadougou par le chemin de fer qui est en berne actuellement. Créer d'autres axes comme Bobo Dioulasso, Sikasso, Bamako, et qui en même temps va nous donner une ouverture sur le port de Dakar, parce que Dakar-Bamako, il y a un chemin de fer. Et peut-être pourquoi pas sur Conakry. Osons inventer l'avenir. Nous ne nous contentons pas de voir juste à côté de notre porte. Allons loin si nous voulons réserver un avenir radieux pour la postérité. Et si nous voulons faire du Burkina Faso, pourquoi pas, le plus beau pays de la sous-région. C'est faisable, ça dépend de nous. Ça c'est quoi?
crois que ça, j'ai répondu. Oui, je pense qu'il y a un honorable qui a posé la question, n'est-ce pas? Si dans nos rapports avec la République française, cela ne porterait pas atteinte à notre souveraineté. Ou bien, c'est ça, non? Je crois à peu près, hein, parce qu'il y avait beaucoup de questions, donc excusez-moi si je ne... Est-ce qu'il y a des rapports qui porteraient atteinte à la souveraineté de notre pays? Oui, vous savez, généralement quand les accords sont rédigés, ils sont beaux. Donc apparemment, ça respecte la souveraineté de chacun, etc. C'est dans leur exécution maintenant. Et en fonction du partenaire que vous avez en face. Donc, s'il se trouve maintenant que vous n'avez pas confiance en vous, et vous êtes un peu frileux, etc., l'autre va utiliser ces accords-là pour vous dominer. Mais si vous montrez aussi assez vigilant, là, les accords peuvent être exécutés sans porter atteinte à votre souveraineté. Donc, ça dépend de l'équipe en place. Oui. Donc, si vous avez, n'est-ce pas, des dirigeants assez vigilants, soucieux aussi de leur souveraineté, etc., mais nécessairement, dans vos rapports avec les autres partenaires, on vous respectera et votre souveraineté sera respectée. Mais si vous n'avez pas de vigueur, vous n'avez pas de leadership, etc., même si au départ l'accord était en votre faveur, l'autre partenaire l'utilisera de telle sorte que ça ne soit plus à votre faveur. Donc tout est en fonction des dirigeants en place au moment voulu. Sinon, dans nos rapports actuels, à l'état actuel, je peux vous dire qu'il n'y a pas un partenaire qui peut dire qu'il nous brime dans nos relations de partenariat avec lui. Voilà. Donc, des mises au point ont déjà été faites à certains. Et dans les rapports que nous allons engager avec de nouveaux partenaires, cela sera au centre de notre préoccupation. Et on a posé une question, n'est-ce pas, sur la police municipale, à savoir pourquoi elle ne contribue pas à la lutte contre l'insécurité. Mais je peux vous dire que c'est une des préoccupations du chef de l'État. Et des instructions ont été données dans ce sens, dans le but même de revoir les textes régissant la police municipale pour leur donner plus de moyens dans la lutte contre l'insécurité. Et je crois que le ministre en charge est là-dessus. Et donc, est en train de préparer les textes de révision des statuts de la police municipale pour lui donner plus de moyens afin qu'elle intervienne davantage dans la lutte contre l'insécurité. Et tous les corps seront d'ailleurs même impliqués. Voilà. Et dans ce que nous prévoyons d'ailleurs, il faudra d'ailleurs que les forces de l'ordre se déploient davantage même dans la circulation pour instaurer une certaine discipline. Voilà, au niveau de la circulation et au niveau de la société. Alors, n'y a-t-il pas lieu de revoir les domaines transférés aux collectivités pour renforcer la décentralisation? Parfaitement, et c'est ce que nous allons faire. Parce qu'actuellement, ce qu'on nous présente comme décentralisation est en fait une déconcentration. Parce que les collectivités ne bénéficient pas de vrais moyens pour travailler. Alors ça devient comme tout simplement une forme de déconcentration plus prononcée, c'est tout. Or, il faut donner les moyens aux collectivités pour qu'ils puissent déployer toutes leurs potentialités et montrer de quoi ils sont capables. Et là, les initiatives s'entrechoquant, à chacun va essayer d'aller plus de l'avant. Vous avez déjà vu que même à l'heure actuelle, il y a des collectivités qui ont construit leur mairie et qui sont très belles. Moi, j'ai vu la mairie de Dano, par exemple, qui a été construite avec des matériaux locaux. C'est très beau. Et c'est l'une des plus belles mairies du Burkina Faso. Et j'ai vu la mairie de Boromo aussi, la mairie de Nagrengo. C'est pour vous dire. Donc, ça veut dire que quand les gens ont les moyens, quand on leur laisse la liberté de travailler, les initiatives se déploient
et le pays avance. Mais quand vous êtes bridé, vous ne pouvez pas évoluer. Donc il faudra qu'effectivement, il y ait un vrai transfert de ressources et de compétences aux collectivités locales afin qu'elles puissent déployer toutes leurs potentialités. Et c'est ça notre objectif. Êtes-vous pour l'équipement de la police municipale? J'ai déjà répondu à ça. Alors, quelle place occupe la chefferie coutumière dans la lutte contre le terrorisme? Ça, c'est un peu délicat. Alors donc, oui, c'est un peu délicat parce qu'effectivement, bon, je pense que la chefferie coutumière pourrait intervenir davantage dans la lutte contre le terrorisme plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Parce que ce sont des autorités morales et que les gens suivent. Et donc, s'ils donnent, n'est-ce pas, une instruction donnée, je pense que ça sera beaucoup plus exécuté. Donc, je pense qu'il a manqué beaucoup plus d'incitation de ces chefs-là pour qu'ils s'impliquent davantage dans la résolution de ce conflit. Parce qu'il faut reconnaître aussi que la chefferie coutumière est aussi attentiste parce qu'elle ne sait pas ce qu'on attend d'elle. Donc, peut-être que les responsabilités sont partagées. Voilà. Si elle s'engage, ça peut vouloir dire, n'est-ce pas, parfois une rébellion contre l'État. Si ce n'est pas dans le cadre de ce qui a été prévu par l'État. Mais je suis sûr que si elle a l'assurance qu'elle a l'accompagnement de l'État, la chefferie traditionnelle s'engagera davantage dans la mobilisation des jeunes contre le terrorisme. Et c'est ce à quoi nous tendons, puisque nous voulons, n'est-ce pas, l'inclusivité dans notre démarche. Tout le monde sera pris en compte. Et donc, quand j'ai parlé, n'est-ce pas, de refonder la Constitution en fonction de nos valeurs culturelles et sociales, ben, vous savez bien que la chefferie coutumière est au centre. Voilà. Donc, nous pensons qu'elle sera mise à contribution, non seulement dans la lutte contre le terrorisme, mais dans les défis majeurs que nous aurons à affronter. Voilà. Alors, quelle stratégie existe-t-il pour l'assèchement des sources d'approvisionnement des terroristes? J'ai déjà répondu un peu à ça. Mais, autre élément, c'est que, en engageant une lutte, n'est-ce pas, contre la fraude du carburant, de l'or, de la drogue et d'autres produits prohibés, on arrivera à assécher davantage les sources de financement du terrorisme. Parce que justement, c'est ça qui engage les gens dans le terrorisme. Ils savent qu'ils peuvent s'enrichir rapidement par la fraude de l'or, de la cigarette, du carburant. Et donc, si on engage une lutte sérieuse contre tous ces fléaux-là, du coup, le combat cessera, faute de combattants. Donc, tout ça, le terrorisme, c'est l'inorganisation sociale, le manque d'encadrement qui a généré tout ça. Alors, s'il y a un leadership fort, une discipline qui s'instaure, mais du coup, comme je l'ai à le dire, les mauvais éléments, on les isolera facilement et on les écartera de la société. Et le terrorisme va s'assécher de lui-même. C'est un peu l'inorganisation sociale qui a favorisé tout ça. Oui. Donc, il faut une reprise en main sociale. Et comme j'ai eu à le dire, en mettant en place les comités locaux de veille et de développement, à la base même, les gens qui se connaissent vont se régir entre eux. Ils vont se gouverner entre eux. Et le terrorisme sera noyé même au sein de ces comités locaux de veille et de développement. C'est parce que la société n'est pas encadrée, que tout le monde fait ce qu'il veut, chacun va où il veut, etc., sans direction, que le terrorisme a pu générer et puis se répandre. Si nous sommes dans une société encadrée, avec des structures bien définies,
bon, le terrorisme n'aurait pas pu avoir lieu. Imaginez par exemple ceux qui ont connu la Révolution avec les comités de défense de la Révolution, où la société était encadrée, etc., avec des structures bien définies. Ce que nous connaissons actuellement était inimaginable. Ouais. Alors, la présence des forces françaises à Cambouensin, voilà, ça revient. Donc, mais je n'ai pas vu de drapeau russe ici. Ils sont là en fonction d'un accord. C'est un accord qui a été signé entre l'État burkinabé et l'État français. Et c'est pour la protection, c'est la lutte contre l'insécurité au Sahel. C'est ça l'objectif de leur présence ici. Et il faut dire qu'ils ont eu à nous apporter du secours. Avant qu'on mette en marche, n'est-ce pas, nos appareils volants, les forces françaises apportaient du secours au Burkinabé en transportant par exemple les blessés, les malades, etc. et en intervenant sur les lieux de combat. Mais ils le font à la demande des autorités burkinabées. Il faut que ce soit une demande adressée par les autorités burkinabées. Et comme je vous ai dit, nous sommes frileux de notre souveraineté. Cela fait que on n'a plus recours à eux, on évite de recourir à eux encore, mais de nous concentrer sur nos propres moyens de lutte et de combat. Voilà la situation actuelle au Burkina Faso. Sinon, ils sont là en vertu d'un accord pour nous aider à lutter contre l'insécurité. Mais ils n'interviennent que sur demande des autorités burkinabées, en principe. Voilà. Mais ces derniers temps, les autorités burkinabées s'en passent et préfèrent organiser la lutte avec leurs propres moyens pour la sauvegarde de notre souveraineté. Je crois que j'ai fait le tour des questions, non? Ou bien, attendez, je vais voir. Ah non, ça va, ça va. Alors, il y a une question, quid de l'après-transition? Il y a quelqu'un qui a posé une question à savoir, n'est-ce pas, ce que nous projetons de faire. Quelle garantie avons-nous, n'est-ce pas, qu'après la transition, ça ne sera pas remis en cause? Ouais, mais la garantie, c'est vous. C'est au peuple de garantir cela. Si ce que nous faisons convient au peuple, ceux qui viendront après, s'ils veulent remettre ça en cause, il reviendra au peuple de défendre ses acquis. Et s'il ne les défend pas, c'est son problème. Voilà. Voilà. C'est la seule garantie que nous pouvons avoir. Si ce que nous faisons convient au peuple, et qu'une autre équipe vient, veut remettre ça en cause, et le peuple regarde faire, c'est son problème. On ne peut pas défendre les intérêts du peuple, malgré lui. Donc, mais nous espérons que, comment je vais dire, si nous arrivons à incruster, n'est-ce pas, des valeurs essentielles au peuple, à la société, les remises en cause seront plus difficiles. Sinon, il y a toujours des possibilités de remise en cause. Voilà. Donc, vous avez vu, n'est-ce pas, la lutte qui a été menée ici contre la modification de l'article 37. Voilà. Sinon, ça aurait pu être modifié. Tout ce qui se fait peut être défait. Seul le peuple peut défendre ses intérêts, s'il reste vigilant. Donc, c'est au peuple de savoir ce qu'il veut. Alors, on a quelle question encore? Les veuves. Oui, on a posé une question, n'est-ce pas, à savoir le sort des veuves et des orphelins des soldats tombés. C'est ça, non? Il y a une loi qui a été votée récemment et concernant cela. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les martyrs de la nation. Pupille et martyr, c'est différent. Pupille, c'est pour les enfants, et les martyrs, c'est pour les choses là, les veuves, etc.
Donc, ils sont prévus pour être pris en compte dans le cadre de cette loi-là. Oui. Mais la loi vient d'être votée, donc les effets. Mais le problème qui se pose souvent, c'est quoi? C'est le problème des papiers. Les gens sont parfois sans acte de naissance. Bon, comment vous pouvez prendre quelqu'un en compte s'il n'a pas d'identité? Donc il faudra que nos parents acceptent, n'est-ce pas, d'entrer dans le cadre de la République, de se faire enregistrer, de se faire identifier. Ça simplifie souvent beaucoup les choses. Parfois, il y en a qui tombent sur le front, qui vivent en concubinage, ils ne sont pas mariés. Ça aussi, c'est un problème. S'il y a un enfant encore, ça va, mais si vous êtes en concubinage, vous n'avez pas encore eu d'enfant, et puis le monsieur il part tomber sur le front, qu'est-ce qui va justifier que c'est votre conjoint, etc. Donc, il y a pas mal de problèmes, qui entrent en jeu, et donc, et qui parfois empêchent l'État de faire son travail d'assistance et de secours. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé encore? Transformer, oui, quid. Ah oui, d'accord, le Conseil supérieur de la communication. Ah oui, bon, ça c'est un problème que je ne connais pas encore. Il n'y a pas longtemps que moi je suis aux affaires. Et je sais que ça ne fonctionne pas bien, mais je ne me suis pas encore penché sur ce problème. Donc je ne peux pas vous donner une réponse correcte dans ce sens. Voilà. Mais maintenant, bon, que vous m'avez posé la question, je crois qu'on va activer le dossier et voir dans quel sens on peut trouver une solution à cela. Voilà. Ah oui, on a posé une question, n'est-ce pas, sur la campagne sèche, à savoir quelles mesures sécuritaires nous envisageons. Alors, donc, dans le cadre, n'est-ce pas, du projet qui a été mis en place et qui a une valeur à peu près de 11 milliards de francs, on a identifié les zones sécurisées. Ces zones sont déjà sécurisées. C'est pour ça que on a prévu les investissements dans ces zones-là. Voilà. On avait envisagé beaucoup d'autres zones. On s'est aperçu que la sécurité n'était pas maîtrisée dans ces zones-là. On a laissé tomber. Donc les parties que nous avons choisies, où nous avons choisi d'investir, ce sont des zones sécurisées déjà, avec des militaires sur place pour sécuriser. Donc sur ce plan, il n'y a pas de problème. Et justement, le plan comprend l'insertion des PDI, des personnes déplacées internes, qui seront prises en charge dans ces projets-là. Oui. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé du transfert, du problème des stocks. Il y a des zones excédentaires, il y a des zones déficitaires. Voilà. Ben donc, je vous ai dit que le développement passe par le développement de la route. Donc, nous envisageons cela. C'est pour ça qu'on prévoit, n'est-ce pas, la construction des routes. Mais comme je vous ai dit, il y en a qui ont parlé de la route, n'est-ce pas, de Fada, etc., ou bien de la route Gawa-Banfora. Nous avons tout ça en vue. Mais je vous ai dit, la priorité, c'est la lutte contre le terrorisme. Voyez. Le chef de l'État était sur le terrain de combat au nord de Burkina Faso. Il était à l'est aussi. Il y a des zones où pour poursuivre les terroristes, il n'y a pas de route. On fait comment? Voilà. Donc, il faut d'abord construire des routes dans ces zones-là pour permettre la traque des terroristes. Et donc la priorité actuelle, c'est les infrastructures routières dans ces zones. Oui. Et quand nous en aurons fini avec ça, maintenant, on pourra voir les autres aspects. Sinon, la priorité à l'heure actuelle, là, c'est vaincre le terrorisme par tous les moyens. Et il y a des endroits où on ne peut pas les poursuivre parce qu'il n'y a pas de route. Les voitures ne peuvent pas aller. Alors, il faut construire d'abord les routes dans ces zones-là pour les traquer jusqu'à leur dernier repère. Après, maintenant, on pourra s'intéresser à la construction des routes ailleurs. Sinon, il y a des voies à Ouagadougou, etc.,
qui était prévue pour être aménagée. Mais à l'heure actuelle, ce n'est plus une priorité. La priorité, c'est là où il y a le nécessaire. Et il y a un pont, la Siriba, je crois, vers l'est là, qu'il faut reconstruire parce que ça a été détruit. Oui. Donc, c'est vrai, nous savons, moi-même, je connais la zone, Gawa, Banfora, il n'y a pas de route, hein. Je connais la zone. Et j'ai soulevé le problème même plusieurs fois. Mais à l'heure actuelle, ce n'est plus une priorité pour nous. La priorité, c'est là où d'abord il faut aller traquer l'ennemi là. Après, on reviendra voir tout ça. La route Orodara, vers la frontière du Mali, j'en ai parlé avec le chef de l'État il n'y a même pas longtemps. Sur cette route. On est conscient de cela. Mais il faut faire des choix. Nous sommes actuellement contraints par les nécessités de l'heure. Sinon, on en est conscient. J'ai fait la route Koupela-Fada plusieurs fois. Hein? Il y a 2 ans, c'était catastrophique. Donc je connais l'état de la route. Mais comment faire? Disposition pour que le produit atteint. Je pense que j'ai répondu à vos questions. Hein? Ouais? Vous n'avez pas pitié de moi? Hein? La participation effective des femmes et des jeunes au processus de résolution des conflits conformément à la Mais ce problème est réglé dans mon programme. Puisque nous prévoyons le programme est inclusif. Est-ce que vous avez vu? Il prévoit d'insérer tout le monde. Et même, quand vous prenez les comités locaux de veille et de développement que nous allons mettre en place, chacun aura sa place. Chacun aura sa place. Donc, parler de femmes ou bien d'enfants, etc., ça devient maintenant toute chose, du pléonasme. Chacun aura sa place. La place qu'il aurait méritée. J'ai saisi l'occasion d'ailleurs pour dire une chose. Mais moi, je suis d'accord pour la politique du genre. Mais il faut que les femmes aussi méritent leur place. Il faut qu'ils acceptent aussi le combat. Hein? Et je suis dans plusieurs associations, etc. Parfois, nous essayons de mettre des femmes même dans les bureaux, on ne trouve pas. Ah oui. Parfois, nous cherchons même, pour une question de genre, des volontaires femmes, pour insérer dans nos bureaux, on ne trouve pas. Et vous allez être là chaque fois à crier que problème genre. Mais il faut mériter. Eh oui. Une fois, nous avons fait un colloque au Liptako Gourma. Il y avait plus de 200 personnes, pas plus de 5 femmes. Hein? C'est une question d'engagement aussi. Celui qui se bat pour quelque chose, ah oui, d'accord, ok. Oui. Alors, donc on a parlé des assises nationales pour se parler franchement. Ça vient. Ça vient. Nous n'avons même pas encore mis en place les comités locaux de veille et de développement. Quand ces structures seront là, mais il y aura des assises et chacun viendra dire ce qu'il veut et ce qu'il peut. Voilà. Donc, tout ça c'est prévu dans notre programme. Oui. C'est le peuple qui va gérer le pouvoir. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Oui. Alors, on a parlé, n'est-ce pas, de charrues et de bœufs à plus subventionnés. Alors, on en a discuté même en conseil des ministres. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Quand vous subventionnez et que les prix deviennent plus bas ici qu'ailleurs, les paysans prennent, ils vont revendre là où c'est plus cher. C'est ça le problème. On a subventionné des charrues ici
à prix bas. On a retrouvé le même charrue au Mali. Parce que les gens, ils les reprennent et ils partent revendre là où c'est plus cher pour eux. Donc il y a un problème. C'est pour ça qu'il nous faut une société encadrée. Comme ça, on pourra maintenant mener notre politique interne comme on veut. Si on voit des charrues qui sortent, on va te demander mais d'où ça sort ça, etc., etc. Et c'est là l'intérêt aussi de la digitalisation qui est en cours. Avec la digitalisation, il y aura une trace pour tout. Oui. Donc on sait les marchandises qui vont rentrer, etc. Tout. Il y aura un suivi. Donc ça va nous permettre à la fois de lutter contre la corruption et d'avoir une traçabilité pour toutes choses. Alors il y a une question, pourquoi ne pas mettre les FDS au même niveau salarial que les troupes régulières? Je crois que c'est ça, non? Allez, VDP. Ah oui, d'accord, ok. Mais même dans les troupes régulières, tout le monde n'a pas le même salaire. Vous croyez qu'un général a le même salaire qu'un soldat de première classe? Donc, le niveau de formation, d'efficacité, entraîne nécessairement un niveau différent de rémunération. Voilà. Les VDP n'ont pas suivi la même formation que même les soldats de deuxième classe. Donc c'est en fonction du niveau de formation, du niveau de... Il faut un critère de rémunération. Je vois que si vous voulez rémunérer, n'est-ce pas, un général, je ne sais pas si on a un général dans cette salle ou pas, de la même façon, n'est-ce pas, qu'un soldat que vous venez de recruter, ce ne serait pas juste. Vous êtes d'accord avec moi? Ce ne serait pas juste. Donc, bon, c'est en tenant compte aussi des mérites, des capacités des uns et des autres que les choses sont programmées. Alors, pourquoi ne pas réintégrer les militaires radiés? Il y a une question qui a été posée. Ça relève de la justice. Et sans oublier que ce problème a été posé, n'est-ce pas, devant le Ashkroun, dans le cadre de la réconciliation. Ce sont des dossiers en cours qu'il faudra peut-être maintenant réveiller et voir dans quel état ils étaient. Et on ne peut pas mettre les choses comme ça sans examen. Ce sont de vieux dossiers que, même avant le Ashkroun, sous la première transition, n'est-ce pas, quand le président Michel Kafando était aux affaires, il y a eu une première commission présidée par Monseigneur Paul Ouedraogo qui avait eu à connaître ce dossier et qui l'ont retransmis, n'est-ce pas, au Ashkroun, etc. Donc il faudra réexaminer pour voir quel était l'état du dossier. Parce que quand vous parlez parfois on parle de dédommagement, etc. Et les gens oublient, les profanes oublient qu'il y en a qui ont déjà été dédommagés. Voilà. Du moins en partie. Donc il faut connaître les dossiers pour savoir dans quel état ils se trouvent et savoir maintenant quel bout prendre. Donc ce sont des dossiers qu'il faudra réexaminer. Alors, quel mécanisme pour la participation des femmes dans la défense de la patrie? Ben, c'est bien. Dans le recrutement des VDP, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Bon, encore que moi, je souhaiterais qu'elle ne s'y engage pas pour s'occuper beaucoup plus, n'est-ce pas, du foyer pendant que l'homme est au combat. Si tout le monde part au combat, bon, qui va s'occuper des enfants, etc. Mais s'il y a des femmes qui veulent s'engager, tous les volontaires sont les bienvenus. Vous avez des femmes dans tous les corps d'armée à l'heure actuelle. Donc ça dépend de la volonté et de la disponibilité de chacun. Alors... Donc, à quand la réouverture du marché de bétail de Djibo? Bon, tout ça, c'est des questions d'actualité. Mais comme ça a été posé, j'essaie de répondre. Sinon, ce n'est pas des questions qui entrent dans le cadre de la déclaration de politique générale. Ça dépendra du niveau de sécurité. Tout est fonction de la sécurité. On ne peut pas exposer des gens comme ça. On ne peut pas exposer des vies humaines inutilement. Alors, si vous ouvrez le marché de bétail, dans une zone dont vous n'avez pas la maîtrise de la sécurité, et qu'on vient canarder des gens comme ça,
C'est ça le problème. Donc il faut sécuriser d'abord les lieux avant que les activités reprennent entièrement. Mieux vaut que le marché de bétail soit fermé plutôt que la perte d'une seule vie humaine, si qu'on pouvait sauver. Oui. Alors, il y a un qui a posé une question, quid pour ceux qui ont fait la prison, donc après avoir fait la prison, n'est-ce pas, comment faire pour qu'ils ne retombent pas, etc. Je crois que c'est ça. Hein? Oh, mais ça, c'est tout à fait simple. C'est par manque d'encadrement. S'ils sont encadrés, et si la société leur offre quelque chose à faire, ben, il va de soi qu'ils trouveront à s'employer et à s'insérer dans la société. C'est parce que nous pensons que dans notre société actuelle, il y a un déficit d'encadrement qu'il y a tout cela. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur la transformation des mentalités, sur l'encadrement. Oui. C'est le désœuvrement, le mal de l'âme qui amène tout ça. Donc il suffit de donner une raison d'être, une raison de vivre aux gens, et vous allez voir que beaucoup de problèmes seront résolus. Et je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Hein? Oui. Ah, les personnes handicapées. Oui, tout ça c'est... Comment vous savez, il y a des questions qui se règlent d'elles-mêmes en fonction de l'organisation de la société. Voyez. Si nous mettons en place les comités locaux de veille et de développement, est-ce que vous pensez qu'on va mettre les personnes handicapées de côté? Ce n'est pas possible. Les personnes handicapées se sentent un peu marginalisées actuellement parce que la société n'est pas encadrée, n'est pas organisée. Moi-même, j'ai des handicapés dans ma famille, mais ils sont bien pris en compte. Qui va laisser sa soeur ou son frère parce qu'il est handicapé? Mais à l'heure actuelle, c'est parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'encadrement. Donc c'est chacun pour soi. Mais si la société est organisée de telle sorte que chacun peut prendre en charge son voisin ou son parent, mais le problème ne se poserait plus. Oui. À l'heure actuelle, chacun a tendance à ignorer l'autre. Oui. Mais si nous travaillons à vaincre cet état de choses, je pense que le problème ne se poserait plus. Oui. C'est une question de refondation, de restructuration, de transformation des mentalités qui va nous amener à nous accepter, chacun comme il est et l'autre comme il est. Et c'est ça qui va nous amener à trouver des solutions à tous nos problèmes. Oui. Oui. On avait une question intéressante ce soir. Vous avez répondu, mais il y a une partie qui n'est pas ressortie. En ce qui concerne la question d'emploi des jeunes, vous avez donné des solutions à long terme. Nous avons demandé du fait que déjà les gens sont sortis des écoles, des universités, et que la formation ne répondait pas donc aux besoins du marché de l'emploi. Et que dans le monde des déplacés aussi, il y a plusieurs jeunes qui sont dans le désespoir de l'emploi. Qu'est-ce qui est prévu à court terme pour que ces jeunes-là puissent quitter leur précarité? Mais là, je pense que ça ne relève pas de ma responsabilité. C'est pas moi qui les ai formés comme ça. Hein. Moi, je jette les pistes pour réguler tout cela. C'est pour ça qu'il y a mon programme qui est là, pour que cela ne se reproduise plus. Mais pour le mal qui est déjà fait, il nous faut ensemble trouver des solutions. Oui. Et vous savez qu'on ne crée pas des emplois du jour au lendemain. Donc c'est tout un processus. Voilà. Donc nous allons essayer de voir ce que nous pourrons faire pour un peu résorber cela et faire en sorte surtout que ça ne se reproduise plus. Donc notre programme c'est ça, faire en sorte que ce qui se faisait et qui n'est pas bien ne se reproduise plus à partir de la mise en œuvre de notre programme. Voilà. Maintenant le mal qui est déjà là, on ne peut essayer que le juguler.
Par exemple, on a posé la question, n'est-ce pas, le chevauchement des années universitaires. Nous sommes venus, on a trouvé ça. Comment faire? Donc, ce que nous pouvons faire, c'est faire en sorte que ça ne se répète plus. C'est pour ça que je vous ai montré la solution que nous entreprenons pour cela. Est-ce que vous avez vu? Sinon, je vous ai bien dit, les jeunes qui sortent diplômés sans emploi, tout ça, c'est parce que la formation n'est pas adaptée. Et c'est parce que aussi la mentalité n'est pas adaptée. Parce que même si la formation n'est pas adaptée et que votre mentalité est adaptée, vous avez appris à lire et à écrire, vous allez pouvoir utiliser cela pour vous en sortir. Je vous ai donné l'exemple, n'est-ce pas, de l'ingénieur en informatique qui vendait du porc au four. Et puis c'est parce que c'est ici. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, vous avez des gens qui sont parfois professeurs d'université à Miami et qui se retrouvent vendeurs de glace à Los Angeles. Voilà. Mais ici, on croit que quand on prend une fonction, on meurt dans cette fonction-là. Il faut savoir laisser libre cours à ses initiatives, déployer son ingéniosité, son génie créateur. Oui. Donc, ici, quand vous êtes instituteur à 20 ans, vous prenez votre retraite à 60 ans, toujours instituteur. Mais ailleurs, les gens changent. Il y a la mobilité de l'emploi. C'est tout ça qui fait que les gens disent parfois qu'il n'y a pas d'emploi. Mais vous pouvez être, n'est-ce pas, ingénieur, n'est-ce pas, je ne sais pas, un génie civil, et puis vous retrouvez éleveur en campagne, si ça vous plaît. Mais donc, c'est ce blocage-là qui fait que les gens n'arrivent pas à s'épanouir. Il y a un blocage intellectuel. Allez au Ghana à côté, vous allez voir. Vous allez voir que les gens savent se débrouiller. Et ils ne sont pas liés, n'est-ce pas, aux études qu'ils ont faites et à leur niveau de choses, de diplôme. Voilà. Donc nous travaillons justement à ce que cela ne se répète plus. C'est pour ça que je vous ai dit que dans notre programme, dès l'école primaire, il y aura l'enseignement des métiers. Comme ça, celui qui va quitter dès le CM2, il aura, n'est-ce pas, la main pour s'insérer dans le monde agricole. Et à partir de la 3e, il aura la main pour s'exercer dans les métiers. Donc il suffit d'adapter la formation et de transformer les mentalités et le problème va trouver sa solution de lui-même. J'ai répondu à votre question? Oui. Alors donc je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et je pense que vous aurez pitié de moi aussi. Ah, il y a le professeur Soma qui avait posé une question. Je crois que je n'ai pas répondu à sa question. Ou bien? Oui. Les acteurs de la refondation? Ou bien? C'est bon. Ah d'accord, ok, il me fait grâce de ça. Non, sinon dans la refondation, nous comptons, n'est-ce pas, nous inspirer de nos coutumes, de notre culture. Voilà. Pour adopter une constitution, n'est-ce pas, dans laquelle la majorité des Burkinabés vont se retrouver. Je prends souvent l'exemple. Je dis, mais faites un coup d'État au Moro Naba, vous allez voir. Ah oui. Vous pouvez même l'enlever, mais vous ne pourrez pas mettre n'importe qui. Parce qu'il y a des règles que les gens comprennent et acceptent. Oui. Si nous arrivons à instaurer des règles que les gens comprennent et acceptent, vous ne pourrez pas venir faire un coup d'État n'importe comment. Voilà. Donc, la refondation, c'est ça. Nous allons essayer de voir comment nous pouvons concevoir une constitution qui reflète nos réalités et que les gens comprennent. Nos ancêtres l'ont fait. Pourquoi pas nous? Voilà. Donc, comme le professeur Soma me fait grâce, je crois que j'ai répondu à toutes les questions maintenant. Ou bien, vous-même, vous êtes fatigué maintenant. Alors donc, comment je vais dire, donc je pense que je vais vous laisser à vos
Excellence, Monsieur le Premier ministre, avant de vous laisser peut-être partir, je voudrais à chaud, avec l'aimable autorisation de mes collègues députés, tout en ayant pitié de vous, vous l'avez sollicité, dire qu'il serait de bon ton au niveau de la politique du gouvernement et conformément aux aspirations sankaristes, que l'autre moitié du ciel ne soit jamais oubliée. Je sais que vous ne les avez pas oubliés. Je sais que vous tenez compte de leurs mérites. Mais du haut de cette tribune solennelle, il me semble que c'est important de rappeler à toute la nation qu'à chaque instant, on prend en compte l'autre moitié du ciel. N'a-t-il pas dit que nous ne pourrons pas nous développer sans cette moitié du ciel? La jeunesse, leur emploi est une question prioritaire, une question fondamentale. Vous l'avez relevé. Dans les tiroirs d'un de vos ministères, j'ai encore un plan stratégique de l'emploi des jeunes à l'échelle nationale. La question des martyrs, des pupilles de la nation. À la LT passée, nous avons adopté un texte. Je vous engage à voir comment faire pour appliquer ce texte-là afin que les orphelins et ces martyrs trouvent du réconfort auprès de notre nation. Je voudrais enfin relever que c'est ensemble que nous allons réussir, avec toutes les couches de notre société. Malgré nos divergences, nous devons pouvoir nous dire les choses, comme vous êtes en train de le faire actuellement, franchement les choses, afin que toute la nation se retrouve et que nous retournons à nous-mêmes, à nos valeurs, à notre culture, pour construire une paix durable. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le débat général est clos. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, honorables collègues, nous allons observer une suspension de séance pour permettre aux membres des composantes de se concerter pour d'éventuelles explications de vote. La séance est suspendue pour 15 minutes. Je demande au gouvernement de ne pas quitter la salle. Pas le Premier ministre, le gouvernement, je vous en prie. Excellence.